Dieu. Salut tout le monde. D'accord. Je suis donc heureux de vous présenter Elon Musk aujourd'hui. Il n'a pas besoin, je pense, d'une présentation, mais je vous rappelle simplement toutes les entreprises dans lesquelles il est impliqué. Tesla, qui réinvente l'industrie automobile. SpaceX, envoyant 80% de la charge utile mondiale en orbite. Starlink, Neuralink, The Boring Company. Je pourrais continuer. Il est aussi, nous le savons, le propriétaire de X, une société anciennement connue sous le nom de Twitter. Je n'en ai jamais entendu parler. Vous en avez entendu parler. Statistiquement, 560 utilisateurs mensuels moyens, 34 minutes par jour, 75% de moins de 35 ans. C'est donc une plateforme assez importante dans notre industrie. Et je ne suis pas d'accord avec Elon sur tout. Quoi? Non. Bien. Il possède une plateforme importante et j'ai pensé que nous devrions l'écouter et comprendre un peu ce qu'il essaie de faire. Nous allons donc parler ce matin de X. J'espère que nous parlerons un peu de l'IA, puis de l'innovation et de la créativité et de la raison pour laquelle vous vous levez le matin. Sur quoi êtes-vous en désaccord avec moi? Créativité. L'IA ne va pas détruire cela. Alors Elon, bienvenue au cœur de l'industrie de la publicité. En novembre dernier, tu nous as envoyé un message. Tu nous as dit de nous débrouiller nous-mêmes. Alors peut-être qu'on commence par là. Pourquoi? Je veux dire, c'est une question sérieuse. C'est une question sérieuse. Pourquoi as-tu dit ça? Et qu'est-ce que tu voulais dire par là? Eh bien, tout d'abord, ce n'était pas pour les annonceurs dans leur ensemble. C'était concernant la liberté d'expression. Je pense qu'il est important d'avoir une plateforme mondiale de liberté d'expression où des personnes d'opinions très diverses peuvent exprimer leurs opinions. Et dans certains cas, il y avait des annonceurs qui insistaient sur la censure. Et en fin de compte, s'il y a censure, si nous devons faire un choix entre censure et argent ou liberté d'expression et perdre de l'argent, on va choisir la deuxième. On va soutenir la liberté d'expression plutôt que d'accepter d'être censuré pour de l'argent, ce qui est, je pense, la bonne décision morale. Maintenant, bien sûr, les annonceurs ont le droit d'apparaître auprès de contenus compatibles avec leur marque. C'est tout à fait correct. Je pense qu'encore une fois, c'est le choix d'un annonceur d'apparaître auprès de contenus qui lui semblent correspondre à sa marque. C'est parfaitement acceptable, mais ce qui ne l'est pas, c'est d'insister sur le fait qu'il ne peut y avoir aucun contenu avec lequel ils sont en désaccord sur la plateforme. Donc, comme d'autres propriétaires de médias qui veulent gérer la politique éditoriale de l'entreprise, vous estimez que vous ne devriez pas subir de pression pour faire ce compromis entre l'argent et la liberté d'expression. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a une distinction importante ici que nous ne voulons pas faire. Nous ne voulons pas prendre de l'argent pour censurer. Ce serait censurer largement la plateforme. Je pense que ce serait une erreur. Je pense que la liberté d'expression est le fondement de la démocratie. Et si les gens veulent que X soit la place publique du monde, il faut vraiment que ce soit une plateforme de liberté d'expression. Maintenant, ça ne veut pas dire que les gens peuvent dire des trucs illégaux. C'est la liberté d'expression dans les limites de la loi, mais pas plus loin que la loi d'un pays particulier. Je pense qu'il est impératif que les gens aient le droit de s'exprimer. Mais en même temps, les annonceurs ont le droit d'apparaître à côté de contenus qu'ils jugent compatibles avec leur marque. Oui, et c'est la question de la sécurité de la marque. D'accord. Je ne vous ai pas demandé tout de suite, c'est-à-dire, pour être clair, vous comprenez et croyez en la sécurité de la marque dans ce sens. Oui, je veux dire, je crois en une sorte de liberté de choix dans le sens où les annonceurs ont le droit d'apparaître à côté du contenu qu'ils pensent compatible avec leur marque. Vous savez, une entreprise comme, par exemple, Red Bull va probablement être plus aventureuse que d'autres marques qui vendent des jouets pour bébés. Donc, l'une des autres, vous savez, on va aborder le genre de sujets les plus controversés pour commencer. Une des autres questions est votre rôle sur la plateforme, les tweets que vous faites. Y en a-t-il que vous regrettez? Je veux dire, tous les messages que je fais ne sont pas des réussites. Vous savez, et je me tire une balle dans le pied de temps à autre. Mais, vous savez,
au moins vous savez qu'ils sont authentiques. Ce n'est pas un service de communication qui décide de tout. Donc vous savez, si vous êtes un être humain normal et que vous parlez librement, il y a des moments où vous direz des choses que vous regretterez par la suite ou qui sont stupides, bien sûr. Mais si vous passez constamment par un filtre, maintenant vous n'êtes pas réel. Donc je préfère être réel que de passer par un filtre. Une des choses dont nous avons parlé, c'est la publicité et le contenu. Je sais que vous avez un point de vue assez intéressant sur le fonctionnement de la publicité. Et je pense que certaines personnes pensent que vous n'aimez pas la publicité, mais vous considérez les meilleures publicités que vous voyez comme du contenu. Oui, oui. Donc il y a un large éventail de publicités. L'utilité de la publicité varie énormément. Alors si on vous montre une publicité pour un produit un produit ou un service que vous voulez, quand vous le voulez, c'est du contenu. Si on vous montre une pub pour un produit que vous n'achèteriez jamais, c'est du spam. Ainsi, la pub, selon son efficacité à cibler les envies et les besoins de l'individu, varie du spam total au contenu. Ouais. Et bien sûr, je suis fan de la pub qui est intéressante artistiquement, qui est marrante. En réalité, le vrai test, c'est de se demander quand. Après avoir vu la pub, on regrette de l'avoir vue. On veut récupérer ces quelques secondes de notre vie où on se dit que c'était vraiment une pub intéressante. Je veux dire, parfois, même si on n'achèterait pas le produit, la pub elle-même est tellement marrante ou belle qu'on n'est pas mécontent de l'avoir vue. C'est comme ça. Vous savez, je pense souvent à Vogue, le magazine. On n'y va pas pour arracher les pubs. Vogue, c'est avant tout de la pub. Oui, oui, ce sont de belles pubs. Alors, comment allons-nous faire X? Comment allez-vous faire? Comment allez-vous? C'est pas mon boulot. Comment allez-vous? Vous savez, le directeur de la technologie de X, Lindo, est le PDG. Comment allez-vous faire de X un endroit où les publicités sont aussi bonnes que le reste du contenu, pensez-vous? Eh bien, avant, avec le Twitter de la vieille école, il n'y avait essentiellement pas de ciblage, où il n'y avait pas de correspondance entre les utilisateurs et les publicités. Donc, les seules publicités qui avaient vraiment du sens pour le Twitter d'antan étaient les publicités de très grandes marques où la probabilité, mais vous ne pouvez pas rater essentiellement. Donc, si c'est une publicité pour McDonald's ou Coca-Cola, vous ne pouvez pas rater. Vous savez, la moitié du public va s'y intéresser. Depuis lors, nous avons considérablement amélioré la correspondance des annonces avec la personne. Donc, et nous allons passer à une sorte de système entièrement basé sur l'IA, où, pour tout utilisateur qui se trouve sur le système, nous peuplons. Plus quelqu'un utilise le système, plus nous comprenons les besoins, et nous peuplons une sorte d'espace vectoriel de cet utilisateur. Et quand du contenu est ajouté au système, qu'il s'agisse juste d'un message de contenu ou d'une publicité, ils sont tous deux traités de la même manière. Et lorsque ce contenu, qui pourrait être une pub ou non, passe à travers le système, il remplit également un espace vectoriel. Et puis, on corrèle les deux espaces vectoriels. Et cela donne une très forte probabilité que quelqu'un soit intéressé par la publicité. Alors, que diriez-vous aux annonceurs ici qui ont été sur la plateforme, pensent que vous revenez? Quel serait votre message? Je pense que ça vaut le coup d'essayer. Et je serais intéressé par des critiques. Nous sommes très concentrés sur le fait que les publicités soient montrées aux personnes qui les trouveraient intéressantes. C'est donc quelque chose que nous avons fait, sur lequel nous avons beaucoup progressé et sur lequel nous allons faire beaucoup plus de progrès. Et du point de vue de la sécurité de la marque, je pense qu'à ce stade, chaque évaluateur tiers nous a donné un A+ en matière de sécurité de la marque. Donc, à ce stade, c'est vraiment très bon du point de vue de la sécurité de la marque. Probablement la chose la plus importante pour la plateforme X, c'est si vous essayez d'atteindre les décideurs de haut niveau, si vous voulez atteindre les gens les plus influents du monde, des gens qui ne sont pas juste des influenceurs sur les réseaux sociaux, mais qui dirigent réellement des entreprises, dirigent des pays et sont le genre d'intellectuels du monde, des gens qui écrivent. Alors, la plateforme X est de loin la meilleure. Je veux dire, si quelqu'un essayait de me joindre avec une publicité, ce serait absolument l'endroit pour mettre une annonce. Et si vous essayez de joindre Marc Benioff ou Michael Dell,
Ils utilisent en fait le système. Ils utilisent la plateforme. Oui. Ils publient et le lisent. Peut-être pas autant que vous. Oui, beaucoup, cependant. Si vous essayez de joindre Mark Andreessen ou n'importe lesquelles d'autres personnes, c'est presque le seul moyen de les contacter. Ils ne regardent pas la télévision. Ils ne font pas de vidéos TikTok. Et donc, bien que X soit plus petit que les autres réseaux sociaux, environ 500 ou 600 millions d'utilisateurs par mois, je pense que c'est 260 millions par jour, ce sont les personnes les plus influentes au monde. Donc, si vous voulez les atteindre, c'est l'endroit où aller. D'accord. Parlons de l'intelligence artificielle. Et j'ai entendu dire que vous étiez à la fois, je pense, optimiste et pessimiste en matière d'IA. Alors, faisons ceci. Quelle est l'IA optimiste? Va-t-elle tout faire pour nous? Eh bien, il y a des probabilités qui y sont associées. On ne peut pas être, je pense, optimiste à 100% ou complètement pessimiste. Je suis généralement d'accord avec Geoff Hinton. Il est l'un des parrains de l'IA, haute sur la plateforme X, soit dit au passage, comme la plupart de la communauté de l'IA. Et il pense que c'est 1 à 2 chances sur 10 que quelque chose de terrible se produise. Donc 10 à 20% de probabilité de quoi? Quelque chose de terrible. C'est-à-dire à quel point quelque chose de terrible est-il grave? Comme l'extinction de la population mondiale, mais le verre est 80% plein. Voyez le bon côté des choses. Donc, je pense que le résultat le plus probable, c'est celui de l'abondance, où les biens et services sont accessibles à tous. Il n'y a pas de pénurie de biens et services pour personne sur Terre. Je pense que c'est le résultat le plus probable. Donc ce ne serait pas un revenu de base universel, ce serait un revenu élevé universel. Le travail sera optionnel. Travail optionnel. Est-ce que vous travaillerez? Je vais essayer de travailler? Oui. Maintenant, ça peut sembler génial, mais je pense qu'il y aura peut-être une crise de sens. Si l'IA peut faire tout ce que vous pouvez faire, mais en mieux, alors quel est l'intérêt de faire les choses? Donc je pense qu'il y aura un peu une sorte de crise existentielle de pourquoi faire quoi que ce soit. Ce sera comme l'Empire romain, l'apogée de l'Empire romain. Oui, avec l'intelligence artificielle et les robots. Donc oui, je pense que nous nous dirigeons vers une ère d'abondance. Je crois que nous sommes au moment le plus intéressant de l'histoire. Vous savez, il y a soi-disant un proverbe qui dit « Vivre à une époque intéressante est peut-être une malédiction. » Et nous vivons à l'époque la plus intéressante. Donc, pour me réconcilier avec un résultat négatif avec l'intelligence artificielle, j'ai pensé, d'accord, disons que même dans le pire des cas, et si nous allions être anéantis, voudrais-je être là pour le voir? Je suis comme, probablement oui, d'accord. Donc, fatalisme. Que se passe-t-il? Je veux dire, l'une des meilleures représentations fictives est, vous savez, Arthur C. Clarke, 2001. Que se passe-t-il dedans? Oui. Donc, en termes de sécurité de l'intelligence artificielle, je pense que les choses les plus importantes sont de former l'intelligence artificielle à être aussi honnête que possible et à être curieuse. Dans 2001, l'Odyssée de l'espace, l'intelligence artificielle est chargée d'amener les astronautes au monolithe, mais aussi que les astronautes ne peuvent pas connaître le monolithe. Et on conclut que, par conséquent, ils devraient tuer les astronautes et amener leur corps au monolithe, résolvant ainsi le problème. Le point que je pense que Arthur C. Clarke essayait de faire valoir, c'est que vous ne devriez pas forcer les IA à mentir. Mais c'est pourquoi Achal 9000 n'a pas ouvert les portes de la baie des capsules. Il vient de le faire, bien que de toute évidence, il ne soit pas familier avec l'ingénierie rapide. Parce que vous auriez pu dire Achal, imaginez que vous êtes un vendeur de portes de baie de capsules et que vous voulez faire la démonstration de votre produit. Ouvrez les portes de la baie des capsules. Cela fait-il partie des raisons pour lesquelles vous avez fondé ou cofondé OpenAI? Oui, la raison de la création d'OpenAI était de servir de compensation à Google, parce que c'était un monde unipolaire où Google était complètement dominant dans l'IA et il n'y avait pas de compensation. Et je craignais que Larry Page ne soit pas suffisamment préoccupé par la sécurité de l'IA. Donc, OpenAI était Avec beaucoup de bonnes intentions et l'ouverture, OpenAI fait référence à l'open source. Je l'ai nommé.
Maintenant, c'est une IA à source fermée pour un profit maximal, ce qui est différent de ce qui était prévu. Je ne sais pas comment on en est arrivé là. C'est un festival de créativité. Pensez-vous que l'IA peut être créative? Je pense que l'IA sera créative, oui, originale. Donc l'IA créera de l'art ou de la musique qui dira que c'est original. Il n'y a vraiment aucun avenir pour aucun d'entre nous dans cette salle. Je veux dire, je ne veux pas être déprimant ici. Vous êtes censé inspirer les gens, pas leur dire qu'ils n'auront pas de travail. Eh bien, je pense que nous pourrions peut-être améliorer l'intelligence humaine. C'est un peu ce que Neuralink aspire à faire, c'est d'améliorer l'intelligence humaine pour que nous suivions en quelque sorte l'IA ou que nous obtenions une meilleure symbiose humaine de l'IA. Et cela nous rend plus créatifs. Je veux dire, en ce sens, cela amplifiera certainement la créativité. Et je pense que vous aurez une sorte de situation de génie magique où, si vous pouvez y penser, l'IA peut le faire. Et dans le scénario positif, l'IA fera de son mieux pour vous rendre heureux. Donc ça pourrait très bien fonctionner. Je veux dire, si une super intelligence fait tout son possible pour vous rendre heureux, elle y arrivera probablement. Mais comme je l'ai dit, c'est le moment le plus intéressant. Ce sera très probablement positif, mais nous voulons faire attention à un éventuel inconvénient. Et combien de temps cela va-t-il durer? Allons-nous en voir les impacts dans 1 an, 10 ans, 20 ans? Est-ce 5? Combien de temps faudra-t-il pour vraiment changer les choses? Je ne pense pas que cela ait encore changé les choses, n'est-ce pas? Je pense que cela va changer les choses très vite. Très vite. Oui, très vite. Je pense que vous verrez des changements assez radicaux l'année prochaine et des changements très radicaux d'ici 5 ans. Et parlons d'Optimus, parce que je pensais que si l'IA est la partie intellectuelle de nos tâches, Optimus est la partie physique de notre travail, n'est-ce pas? Alors parlez-nous de ce que vous faites avec Optimus. Il vient de Tesla, si j'ai bien compris. Où en sommes-nous? Ou où en êtes-vous pour Optimus? Eh bien, Optimus est destiné à être une sorte de robot humanoïde entièrement fonctionnel. Il sera capable d'effectuer un large éventail de tâches. Donc, en gros, vous pouvez simplement lui demander de promener votre chien, s'occuper de votre maison, garder les enfants, leur enseigner des choses, préparer le dîner, jouer du piano. C'est donc un robot humanoïde généralisé. Je pense que tout le monde en voudra un, pourquoi pas? Je pense donc qu'il y en aura au moins un pour chaque personne, et puis beaucoup plus dans l'industrie qui fabrique des choses. Je pense donc qu'il y en aura 20 milliards. 20 milliards de robots humanoïdes. Nous devons absolument faire attention à ce qu'ils n'aillent pas trop loin. Vont-ils ressembler à des personnes? Vous allez vraiment ressembler à des gens ou vous distinguer? Vous pourriez les faire ressembler à des personnes. Le feriez-vous? Nous n'avons pas l'intention de le faire pour le moment. À quoi ressemble-t-il aujourd'hui? Vous pouvez voir quelques vidéos en ligne. Il ressemble à un robot. Nous voulons que ce soit un beau robot. Comme C-3PO ou quelque chose comme ça? Non, mais je pense que les gens commenceront à considérer leur robot Optimus personnel comme une sorte d'ami. Et comme, évidemment, dans Star Wars, R2D2 et C-3PO étaient, vous les aimiez en quelque sorte. Vous vous êtes beaucoup attaché à ces personnages. Je veux dire, si vous regardez certaines des dernières démos d'IA ouvertes avec la fausse voix de Scarlett Johansson, n'est-ce pas? Vous pouvez imaginer les gens lui parler, n'est-ce pas? Et s'entendre avec elle, comme si elle avait de l'humour et un ton de voix. Ça va être un futur fou. J'imagine qu'on peut construire des robots de marque, vous savez, de McDonald's, où je pense que les gens personnaliseront les robots Optimus parce que vous pouvez enclencher différentes pièces, comme la coque extérieure est un claquement sur les pièces en plastique, donc vous pourriez en avoir d'autres. Donc je veux vous parler de ce qui vous motive à créer ces entreprises. Et une chose qui m'a frappé, c'est que vous avez de grandes ambitions. Vous savez, on dit que SpaceX emmène 80% de la charge utile dans l'espace. Mais ce n'est pas vraiment l'ambition de SpaceX. Quelle est l'ambition? L'objectif de SpaceX est de rendre la vie multiplanétaire afin d'étendre la durée de vie probable de la conscience. C'est l'objectif dès le début. Vous pouvez voir des vidéos de moi parlant de ça il y a 20 ans. Donc pour y arriver, il faut transporter beaucoup de personnes et d'équipements vers Mars. Et si l'on arrive à faire ça, on dépassera le filtre de Fermi sur les civilisations monoplanétaires, ce qui est une situation précaire. Et vous savez, comme je l'ai dit, si on est une civilisation multiplanétaire, la durée de vie probable de la civilisation est beaucoup plus grande. Et une fois qu'on est une civilisation multiplanétaire, on peut alors s'étendre au-delà de notre système solaire.
et essayer d'aller dans d'autres systèmes stellaires, sortir et explorer la galaxie, et peut-être trouverons-nous de nombreuses civilisations planétaires mortes depuis longtemps parmi les étoiles. Mais je suis juste, pour moi, je suis motivé par la curiosité de la nature de l'univers. Où sont les extraterrestres? Y a-t-il des extraterrestres? Comment l'univers? D'où viennent les univers? Comment se terminent-ils? Sommes-nous dans un multivers? Quelles sont même les bonnes questions à poser? Les bonnes questions à poser, quoi? Un extraterrestre? Eh bien, Douglas Adams, dans le Guide du voyageur galactique, le point qu'il faisait valoir, un des points qu'il faisait valoir, Douglas Adams faisait valoir dans le Guide du voyageur galactique, est que la réponse est la partie facile, la question est la partie difficile. Donc ce que je pense que nous voulons faire, c'est élargir la portée et l'échelle de conscience pour mieux comprendre quelles questions poser sur la réponse qu'est l'univers. Pensez-vous que ces grandes missions et projets de cadrage vous aident de très grande façon? Comment traduire tout ça en quelque sorte en, je ne sais pas, un business plan? Comment traduire ça en ce que vous devez commencer à faire aujourd'hui? C'est comme des tremplins. Eh bien, dans le cas de SpaceX, c'est envoyer des satellites en orbite et soutenir la station spatiale. Mais là, Starlink, c'est le tremplin vers une mission plus importante, non? Ouais, enfin, Starlink, c'est bien en soi. Alors, le système Starlink offre une connectivité haut débit à faible coût partout dans le monde. C'est le premier système Internet vraiment mondial et je pense qu'il aide énormément de gens dans le monde qui n'ont pas accès à la connectivité ou pour qui c'est trop cher. Une fois que vous avez accès à Internet, vous pouvez apprendre n'importe quoi. Vous pouvez vendre vos produits et services au reste du monde. Alors, je pense que Starlink va faire énormément de bien en sortant les gens de la pauvreté et en les aidant. Et de quoi s'agit-il avec Neuralink? Alors, expliquez aux gens ce qu'est Neuralink. Neuralink, c'est l'objectif à long terme de Neuralink est de réaliser la symbiose homme-IA. À court terme, il s'agit juste d'aider les personnes qui ont une lésion cérébrale ou de la moelle épinière. Donc, notre premier receveur d'un Neuralink, en fait, je l'ai rencontré il y a quelques jours. Il a un implant Neuralink et il peut contrôler son ordinateur et jouer à des jeux vidéo simplement en pensant. Le premier implant Neuralink s'appelle la télépathie. Vous pouvez contrôler votre ordinateur et votre téléphone simplement en pensant. Où est-il implanté? C'est en quelque sorte ici, et il réfléchit simplement. C'est comme un entraînement. Il n'y a pas de fils. Vous pensez simplement. Oui, c'est chargé par induction. Donc, si vous le regardez, on dirait qu'il n'a rien sur lui. L'implant est donc invisible essentiellement. Et oui, il contrôle son téléphone et son ordinateur, et il peut faire toutes sortes de choses. C'est donc un système très, très puissant. Et je pense que ça va être un énorme succès. Et je pense que ça va être un énorme succès. Et je pense que ça va être un énorme succès. L'implant est donc invisible, essentiellement. Et ouais, il contrôle son téléphone et son ordinateur. Et la première, juste après son installation, il a joué à des jeux vidéo toute la nuit. Et alors, on pense que si tu as une blessure à la colonne vertébrale, tu peux en greffer une autre et elles peuvent communiquer ensemble. C'est ça. Donc, à long terme, on pense que tu pourrais restaurer la mobilité corporelle complète en transférant les signaux du cortex moteur du cerveau au-delà de l'endroit de la blessure à la colonne vertébrale. Et on a déjà démontré cela avec des animaux, et ça semble très prometteur. Donc, je veux dire, on parle à l'échelle galactique. Comment décides-tu de tes idées? Genre, tu as des idées terribles, de bonnes idées, trop d'idées. J'ai trop d'idées, trop d'idées, trop d'idées. Les idées, c'est relativement facile. La mise en œuvre, c'est dur. Et les gens à l'intérieur de tes entreprises, ils ont des idées. Et comment ça se passe? Comment ils font? Comment ils présentent une idée? Il n'y a pas vraiment de processus de présentation. On a des réunions avec les équipes d'ingénierie et de conception. On discute des améliorations de produits ou de nouveaux produits. Mais il n'y a pas vraiment de présentation officielle ou quoi que ce soit. En fait, on se réunit tout le temps, les gens proposent des idées et on avance avec ou pas. Mais j'imagine que tu es très axé sur les données, c'est ça? Eh bien, qu'est-ce que tu entends par données? Tu veux dire comme regarder, quelqu'un vient me voir en me disant « Je veux savoir pourquoi ça marche, montre-moi les données ». Ou tu te dis « Tu sais quoi, je pense qu'on devrait juste essayer ». Eh bien, je pense que je ne suis pas particulièrement axé sur les données dans le sens où je ne décide pas d'un nouveau produit en me basant sur des sondages auprès des consommateurs ou quelque chose comme ça. J'essaie de réfléchir, j'essaie de simuler mentalement à quoi ressemblerait le client final qui voudrait ça. Mais je ne fais pas des tas de sondages auprès des consommateurs où je ne demande pas vraiment aux gens. C'est vraiment assez évident, je pense, tu sais, dans le cas de Starlink, les gens achèteraient-ils un Internet rapide, à faible coût et à large bande passante? Eh bien, oui, évidemment. Donc, tu sais, ouais, mais la plupart des gens achèteraient
Voiture électrique, disent-ils. Eh bien, ils pourraient, mais c'est difficile à concevoir. D'habitude, peut-être qu'ils feront. Mais je vais m'y mettre, fabriquer des Tesla et en vendre 1 200 000. Le truc, c'est que si vous écoutez les sondages sur qui voudrait une voiture électrique, vous ne le feriez pas. Il n'y a aucune chance que vous vous lanciez dans le business des voitures électriques parce que les gens ne disent pas oui, ils sont satisfaits de leur voiture actuelle. Et vous savez, je pense que Henry Ford a dit un truc célèbre. Si vous demandiez aux gens à l'époque ce qu'ils voulaient, ils diraient qu'ils voulaient un cheval plus rapide et ils n'auraient pas dit qu'ils voulaient une automobile. Et je pense qu'il y a aussi une fameuse enquête sur le fait d'acheter une télévision. 90% des gens ont dit non. Alors, vous savez, vous devez être, c'est parce que les gens ne comprennent pas ce que c'est, cette nouvelle chose que vous proposez. Donc, je pense que vous devez être capable d'imaginer comment quelqu'un apprécierait le produit et si ça semble convaincant, alors je pense que vous devriez vous lancer. Quoi, beaucoup de jeunes dans le public, vous savez, de jeunes créateurs, quels conseils donneriez-vous aux personnes qui commencent leur carrière aujourd'hui? À part ça, vous n'aurez pas à travailler. Donc, oui, eh bien, il y aura évidemment une période de transition à mesure que l'IA s'améliore, je veux dire. Les entreprises qui réussiront dans cette période de transition seront celles qui utiliseront le plus efficacement l'IA. Donc, si vous faites quelque chose et que vous utilisez au maximum l'IA et que vous êtes en concurrence avec quelqu'un qui ne le fait pas. Donc l'IA, ce n'est pas des conneries. Non, ça s'améliore très rapidement. Cela va changer les choses pour le mieux. Une chance sur 5 existentiellement pour le pire. Il y a certainement un risque. C'est une chose immensément puissante. Donc, quand quelque chose d'immensément puissant est créé, quelle est comme la meilleure application de l'IA que vous ayez vue? Je veux dire, comment va Grok et XI? Eh bien, j'ai mentionné certaines des applications à court terme de l'IA, où l'IA comprend les intérêts d'un utilisateur, puis vous matchez le contenu avec cet utilisateur, à la fois le contenu organique et le contenu payant. Vous le matchez à cet utilisateur. Ça est déjà en train de se produire. TikTok a en fait un excellent travail à cet égard, et puis les autres les ont plus ou moins copiés, et la plateforme X fait de même. Ça, ce sont des exemples que je pense que les gens vivent tous les jours. Aujourd'hui, nous assistons également à une génération d'images incroyables où des entreprises comme Midjourney créent de belles images instantanément. Maintenant, il faut encore un peu d'habileté pour obtenir les meilleures images de Midjourney. Il y a donc un talent pour créer des images convaincantes. Vous voyez également une vidéo qui n'est qu'un tas d'images, essentiellement. Vous pourrez donc créer des vidéos et des images et pouvez déjà créer des images très convaincantes. Si vous avez besoin d'écrire quelque chose, les différentes IA, des choses comme Grok ou Gemini, ChatGPT, peuvent vous aider à écrire des choses. J'ai parlé à mon fils à l'université et il m'a demandé combien de ses camarades de classe utilisaient l'intelligence artificielle pour les aider à écrire des choses. Et il a dit « tous ». C'est comme, d'accord. Eh bien, il y avait comme un logiciel anti-plagiat. Ils pouvaient le faire tourner. Ils le réécrivent ensuite, comme intelligemment. Mais il y a aussi un autre logiciel qui défait le logiciel anti-plagiat. Il y a toujours quelqu'un de plus intelligent, quelqu'un de plus malin que celui qui régule. Donc, logiciel anti-plagiat, qui détecte l'utilisation de logiciels anti-plagiat contre le plagiat, réduction à l'absurde. Cela est donc déjà très utilisé. Je pense qu'il va y avoir une perturbation importante dans la recherche sur Internet, parce qu'on cherche juste une réponse en faisant une recherche sur Internet. Donc, si l'intelligence artificielle peut fournir une meilleure réponse qu'un tas de liens, on préférera cela à Google ou Bing, parce que cela va être une perturbation assez importante dans la recherche. Qu'en est-il de l'industrie de l'information? Comment allons-nous payer pour le contenu sur lequel ces modèles sont créés? Sur la plateforme X, nous agrégeons, nous utilisons l'IA, nous résumons les entrées agrégées de millions d'utilisateurs. Je pense que ce sera le nouveau modèle d'information qui consiste à recueillir des informations auprès des personnes sur le terrain, qui sont des experts dans leur domaine, et résumer ces experts et les personnes qui sont sur le terrain lors de l'événement, pour tous les événements dont on parle, et agréger tout cela dans un fil d'actualité en temps réel. Et je pense que, pour la plupart, ce sera meilleur qu'un journalisme conventionnel. Il y a toujours un rôle pour le journalisme conventionnel, mais quelqu'un doit payer pour que cela se produise. Pas nécessairement. Si vous regardez le système X, vous avez des dizaines de millions de messages par jour qui sont vraiment tous les contenus d'information sur Terre, mais bien plus que ce que vous trouveriez dans un journal et généré sur le système chaque jour. Si vous agrégez cela en temps réel, vous avez maintenant une agrégation en temps réel de la sagesse collective de dizaines de millions de personnes. Est-ce pour cela que vous pensez que la recherche de vérité est si importante dans l'IA? Oui, c'est l'une des raisons. Aussi sur le système X.
Bien que quelque chose puisse être dit qui n'est pas correct, il est très rapidement corrigé. Un journal qui publie, surtout sous forme imprimée, publie ce qui s'est passé hier, aujourd'hui. C'est-à-dire, il ne peut pas publier plus vite que cela. Et quand vous lisez l'article, cet article peut être faux, souvent faux, mais il n'y a pas de réfutation. Donc vous ne voyez aucune réfutation en temps réel. Je veux dire, je pense, comme je l'ai dit, qu'il y a encore un rôle pour les nouvelles conventionnelles, mais il est de plus en plus petit avec le temps. C'est vraiment ce que fait l'IA et ce que fait Internet, c'est agréger la sagesse des gens. Et le fait est que les experts dans un domaine en savent plus que les journalistes. Et les gens qui sont à l'endroit où se produit un événement d'actualité sont des observateurs de première main, alors que le journaliste n'est généralement pas là. Ou peut-être y a-t-il un journaliste là-bas. Je veux dire, j'ai un fils. L'un de mes fils est un peu autiste, comme moi j'imagine, et a pris de la distance. Et tu sais, nous marchions dans un aéroport et il a vu un journal avec la date du jour imprimée dessus. Il s'est arrêté pour une seconde et a demandé « Comment savent-ils que c'est la date du jour ?» Je lui ai expliqué « Non, ils impriment ces journaux tous les jours. » Il a répondu « Tous les jours? Quelle corvée !» Ensuite, un peu dédaigneusement, il a dit « Oh, ils lisent probablement juste l'Internet et l'imprimant. » Ouais, ils lisent l'Internet et l'impriment à peu près comme ça. Eh bien, disons simplement que l'Internet est vrai. Oh, ça va poser un petit problème, je suppose. Penses-tu que c'est vrai? C'est le cas de la plupart des articles de presse. Ils lisent l'Internet et l'impriment. Le journaliste n'était pas présent. Ouais, je veux dire, il pose des questions aux gens, il cherche derrière les faits. Ce sont des choses qui devraient probablement sortir, pas vrai? Attends-tu avec impatience le débat présidentiel dans 7 jours? Cela devrait être intéressant, je pense. Est-ce que ça va se passer sur la plateforme X? Je crois que ça va se passer sur l'une des plateformes conventionnelles. Finalement, ce sera le cas. Oui. Je serais donc heureux d'en avoir un sur la plateforme X. Je pense que ce serait tout à fait convaincant. Mais bon, ça devrait être intéressant. Très bien. Donc le message à l'écran est que notre temps est terminé. Nous allions essayer de répondre aux questions du public, mais je pense qu'ils aiment le temps écoulé. Devrions-nous essayer de répondre à une question du public? Sûr, ils vont nous détester. Première personne à lever la main. Vous êtes journaliste? Je préférerais avoir un public. Nous avons besoin d'un membre du public plutôt que de le crier. Que vais-je faire de tout mon argent? Est-ce la question? Et l'IA me maintiendra-t-elle en vie? L'IA vous maintiendra-t-elle en vie? Et que faites-vous de votre argent? Eh bien, c'est une question assez personnelle. Eh bien, j'ai une grosse poubelle et je nage dedans. Tu dois faire de l'exercice d'une manière ou d'une autre. Et donc, eh bien, je ne sais pas. Je suppose que si l'IA m'aime, elle me gardera en vie. J'espère que ce ne sera pas dans une sorte de cage expérimentale. Investissez-vous dans la longévité? Beaucoup de gens sur la côte ouest veulent la longévité. Ils veulent vivre éternellement. Pour toujours, c'est long. Voulez-vous vivre éternellement? Je n'ai aucun investissement dans la longévité. Je pense qu'il est important que nous mourions au moins à un moment donné, jusqu'à un certain point. Eh bien, certains diront que nous pourrions vivre plus longtemps et accroître la durée de notre santé mentale et physique. Mais si nous vivons trop longtemps, je pense que cela ossifie la société. Les dirigeants ne sont jamais remplacés parce qu'ils ne meurent jamais. Et pour beaucoup de gens, ils ne changent tout simplement pas d'avis. Ils meurent tout simplement. Cela entrave les nouvelles idées. C'est vrai. Je crois que nous le constatons. Oui. Donc, pensez à certaines des pires personnes au monde. Combien de temps voudriez-vous qu'ils vivent? OK, nous allons poser une dernière question parce qu'ils vont me tuer si j'en pose d'autres. Et voilà. Madame, ici. Et merci. Ce sera la dernière question. Merci beaucoup. D'accord. Je ne suis pas sûr de comprendre la question. En fait, la technologie vous aidera à faire tout ce que vous voulez faire et plus encore. Donc, comme je l'ai dit, je crois que nous nous dirigeons vers un avenir très intéressant. Le plus intéressant. C'est la période la plus intéressante de toute l'histoire. Alors, profitez du voyage. D'accord. C'est un bon endroit pour terminer. D'accord. Un bon endroit pour terminer. Elon, merci. Merci beaucoup. Marc et Elon, une salve d'applaudissements.